Chers parents, bonjour. Lors de la dernière vidéo, nous avons abordé le thème de l'imitation chez l'enfant comme facteur essentiel de son développement. J'avais même ajouté de son immunité. Maintenant, je voudrais revenir sur ce sujet de l'imitation en disant d'accord, mais qu'est-ce que nous donnons à imiter à nos enfants? Une fois que nous savons que les enfants imitent et développent leur être au travers de l'imitation, parce qu'il faut bien remarquer que tout ce que l'enfant va faire, il le développe à partir de l'imitation de ce qui se passe autour de lui. Un enfant commence à gazouiller en échange avec la réaction qu'il y a autour de lui. Un enfant, après, quand il va commencer à marcher, il va imiter l'adulte qui marche autour. On le sait, les enfants loups, par exemple, s'ils ne voient pas d'être humain marcher autour d'eux, ils ne vont pas marcher debout, ils vont marcher à quatre pattes comme un loup, etc., etc. Donc la grande question, sachant que l'enfant imite tout ce qui se passe autour de lui, la question pédiatrique et pédagogique qui se pose, que donnons-nous à nos enfants à imiter, hein? Par exemple, parce que pour imiter, il faut qu'un enfant ait des organes des sens. Quels sont les organes? Il y a d'abord la vue, bien sûr. Il n'y a pas que la vue, il y a l'audition, il y a le toucher. Tous les organes des sens, ils passent le goût, hein. Et donc, c'est intéressant de voir comment nous nourrissons l'imitation que l'enfant va faire. Qu'est-ce que nous lui donnons comme image à imiter, etc., hein. Par exemple, un enfant qui est entouré de personnes qui ne font que crier, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en grandissant? Il va développer lui-même le fait de crier, hein. Une famille où on est tout le temps extrêmement agité, un enfant ne pourra pas se poser. Après, on va dire que c'est un enfant hyperactif. Mais si tout le monde est hyper en mouvement autour de lui sans cesse, qu'il n'y a pas de moment de repos, qu'on ne se pose pas, l'enfant va rentrer dans cette démarche, hein. Alors maintenant, il y a un sujet qui est intéressant, par exemple au niveau du goût. On s'est rendu compte, on a mis du temps, mais on s'est rendu compte que par exemple au niveau du goût, un enfant, on a intérêt, pour qu'il puisse bien développer son être, à lui donner des aliments qui ont un bon goût, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas frelatés, hein. D'où l'importance de l'alimentation bio chez les enfants petits en particulier, mais pas uniquement, parce que sinon l'enfant ingurgite non seulement des aliments qui ne sont pas de bonne qualité, mais surtout il ingurgite des pesticides. Et ça avec tous les effets que ça peut avoir sur le corps humain, hein. D'où on ne peut que plaider pour que l'enfant puisse avoir une alimentation la plus saine possible, la plus naturelle possible autant qu'on arrive, hein. Maintenant, on ne peut pas empêcher que le monde est comme il est, il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de chercher à faire au mieux. Alors je reviens sur la notion du son, parce que l'enfant est tellement sensible au son, de son oreille qui s'éveille au son du monde, que ça vaudrait le coup qu'on réfléchisse à ce qu'on lui fait entendre. Par exemple, quand on joue de la musique, c'est totalement différent pour un enfant. Si je lui raconte une histoire moi-même ou si je lui donne une musique enregistrée, qui est une espèce de conserve de paroles, hein, etc. pour la musique. Un enfant qui entend jouer un instrument autour de lui, même si c'est une flûte toute simple, hein, ou une guitare, c'est pas du tout pareil que s'il entend ça au travers d'une machine, parce que lui, il a une telle sensibilité qu'il se rend très vite compte, même s'il n'en est pas conscient, que c'est pas la même chose quand on joue l'instrument réellement ou si c'est un enregistrement. Donc on ne peut que plaider pour développer la sensorialité de l'enfant et l'affiner, de pouvoir en faire entendre autour de lui des vrais sons. Alors maintenant, je dirais encore un peu plus loin par rapport à tous les jouets. Les jouets, ce n'est pas équivalent pour un enfant s'il a un jouet qui est dans un matériel synthétique ou dans un matériel dit naturel, hein. Et ça, on s'en est rendu compte. Par exemple, à un moment donné, on a beaucoup donné aux enfants des jouets en plastique. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de plastique qui avait des problèmes, qui contenaient des perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc maintenant, il y a des lampes de contrôle, parce que le plastique n'est pas forcément si bien que ça, hein. Alors, c'est pareil, si on donne à un enfant des jouets en bois, un jouet en bois peut aussi avoir un vernis qui peut être toxique pour l'enfant s'il le suce, hein. Donc on voit que tous ces sujets sont importants. Qu'est-ce qu'on donne à l'enfant à toucher, à prendre, à voir et à entendre? Et en sachant qu'avec tous ces éléments, l'enfant va se développer lui-même, va affiner ses sens, hein. Et j'en reviens à la question pédagogique. Lorsque, par exemple, un enfant fait quelque chose qui ne convient pas à ce que nous voulons, nous, en tant que parents, pédagogiquement, hein, c'est tout à fait différent si on lui dit « je ne suis pas d'accord » et qu'on intervient dans la situation, plutôt que de lui donner un ordre à distance « non, tu n'as pas le droit, c'est interdit ». Parce que l'enfant, comme j'avais développé dans la précédente vidéo, je vous y renvoie si vous voulez, l'enfant réagit à ce qu'on fait et pas ce qu'on dit, puisqu'il imite. C'est pas ce qu'on dit, ou alors il va nous imiter dans ce qu'on dit. Si vous lui dites tout le temps « non, non et non », il va dire à tout le monde « non et non et non et non », hein. Alors que si je lui dis « je ne suis pas d'accord », ça il pourra dire « je ne suis pas d'accord » quand il n'est pas d'accord. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir à quel moment il dit « je ne suis pas d'accord », hein. Et voyez tous ces sujets, hein. Alors on parle des sons, on parle de ce que l'enfant voit. C'est pareil dans un intérieur. Si vous avez des couleurs qui sont harmonieuses, l'harmonie, un enfant qui vit dans une harmonie sensorielle, pour lui, c'est très très favorable pour se développer, pour croître intérieurement grâce à ses sens. Donc si vous avez des belles couleurs autour de lui, plutôt que du noir ou blanc, hein, tous ces sujets, pour un enfant, sont profondément nutritifs sur le plan sensoriel, hein. Alors il y a un autre sens qui n'est pas connu, c'est le sens de l'autre. Alors c'est drôle parce qu'on n'a pas d'organe des sens, c'est pour ça qu'il n'est pas bien identifié. Le sens de l'autre, c'est le fait de savoir que l'autre, c'est pas moi. Vous voyez, par exemple, quand un enfant se précipite, il veut prendre quelque chose qui n'est pas
qui ne fait pas partie de lui, ou je ne suis pas d'accord qu'il le prenne, c'est très important que je lui donne la limite en lui disant, écoute, ça c'est pas possible, je reviens à son pas possible, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne tel objet. Je lui dis pas, tu le prends pas, je lui dis, je le reprends moi-même, et je lui dis, c'est pas possible. De même, quand les enfants sont à plusieurs ensemble, si un enfant veut aller prendre le jouet de l'autre et que l'autre n'est pas d'accord, on lui dit, tu vois, il n'est pas d'accord, on lui montre. On lui dit, on va lui rendre parce qu'il n'est pas d'accord qu'on lui prenne. Et là, l'enfant, il pourra imiter. S'il est dans une situation où on veut lui prendre des choses qu'il n'a pas envie qu'on lui prenne, il va apprendre à être lui-même. Moi, c'est moi, hein, etc. Hein. Ça, c'est des sujets fondamentaux. Alors, il y a encore un autre thème, c'est le thème du toucher, tout ce qui est le toucher. C'est intéressant que le mot toucher a à voir avec le mot tact. Le tact, vous voyez, toute cette manière d'être avec l'enfant développe le toucher de l'âme de l'enfant par notre comportement. Et ça, si on a un comportement avec un enfant qui est adapté à sa nature, qu'on lui parle avec gentillesse, même si on lui donne des limites, mais gentiment, on développe un tact de l'enfant. Et l'enfant va développer la même chose avec les adultes autour de lui. Vous voyez, il va développer la capacité de sentir que là, il y a quelque chose qui n'est pas possible, on ne peut pas aller plus loin. Il ne faut pas oublier que c'est ces sens que l'enfant développe en grandissant qui vont faire qu'après le monde change ou pas. Parce que quand on voit la violence actuellement, les enfants qui s'arrachent des choses, qui se volent les portables ou qui se donnent des coups et compagnie, ça a toujours existé. Mais on peut se poser la question actuellement, qu'est-ce que l'enfant a reçu comme image quand il est dans cette pleine période de formation? Quand vous voyez des enfants qui ne voient que des films où on se tape, où on se donne des coups avec le côté très haché du dessin animé, comment voulez-vous que lui il fasse? Il fait la même chose dans la vie. Et je réagis et je prends, et c'est très rigolo, et on se donne des coups, etc. Hein. Donc la première manière d'apprendre à l'enfant à ne pas être violent, c'est de ne pas lui montrer des choses violentes, imitation des choses. D'ailleurs, j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, les Grecs, dans les tragédies grecques, ils disaient, il y avait une règle de base au niveau du théâtre grec antique, on ne montre pas la violence, parce qu'ils avaient remarqué que si on montre la violence, ça augmente la violence dans la société. Donc, vous voyez, apprendre à montrer aux enfants des choses qui ne sont pas violentes, c'est pas leur cacher que le monde a aussi des côtés violents, mais on ne leur montre pas ça comme un divertissement. C'est tout à fait différent. Et tout ça, c'est des petites choses. Je laisse à chacun regarder comment il peut. Tous les organes des sens, la vue, l'audition, le toucher, le goût, l'alimentation et toutes ces choses-là. Hein. Et en plus, très vite, par exemple, un enfant qui est habitué depuis très tôt à manger une alimentation de mauvaise qualité, c'est intéressant de voir qu'il y a autant d'enfants actuellement qui deviennent allergiques aux aliments. On se demande pourquoi. Est-ce qu'ils sont vraiment allergiques à l'aliment lui-même ou à tous les additifs qu'il y a dans les aliments? Et là aussi, on pourrait faire une étude. On parle beaucoup de l'intolérance au gluten. Mais là aussi, quelle qualité de pain on donne à l'enfant à manger, hein? Si c'est un pain qui a été poussé avec du blé qui est artificiel, etc., on peut très bien comprendre que le gluten qui est dans ce blé ne correspond pas du tout à l'être humain. Et au bout d'un moment, l'être humain ne le tolère plus, on a une intolérance. Donc la prévention de toutes ces choses, y compris des allergies, commence par ce système sensoriel. En se disant que dans le monde qui grandit, si les hommes actuellement tolèrent tellement, qu'on abîme tellement les environnements, on bétonise tout, on peut se interroger, quand ils étaient enfants, qu'est-ce qu'ils ont connu? Un enfant qui a vécu dans une nature harmonieuse, qui a été en contact avec la nature. Par exemple, un beau cadeau qu'on peut faire à un enfant au niveau sensoriel, c'est l'emmener dans la forêt. Aller se promener en forêt. Parce que dans les forêts, on voit beaucoup de choses. On voit les feuilles qui bougent, on voit des petits animaux, on aperçoit des petits... Éventuellement, on voit un petit serpent qui passe par là, un petit écureuil. Et les enfants, ça éveille leur sensorialité. Et en plus, ils entendent de tout ce qui se passe, les odeurs. Là aussi, on pourrait parler tous les sens, l'odorat. Quel odorat on développe quand un enfant est petit? Un enfant qui est entouré de tabac quand il est enfant, c'est quand même un problème. Après, plus tard, est-ce que ça va lui rappeler que lui aussi, il a connu sa petite, il va avoir envie de fumer ou équivalent, hein? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout, mais être conscient que l'enfant perçoit tout ce qui se passe, qui passe par ses sens. Et c'est au travers de ses sens que pour lui, la vie prend un sens. Le sens de la vie passe au travers de nos sens. Et si on a une éducation comme ça, on peut imaginer que le monde de demain pourra changer, parce que les enfants sont beaucoup plus sensibles au monde qui les entoure et ont envie de l'améliorer. Prenez dans les campagnes autrefois, les paysans, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils construisaient avec les matériaux locaux. Quand vous allez dans les campagnes, souvent autrefois, les gens construisaient des choses d'une manière magnifique. Ils avaient envie de bien faire, ils avaient vu faire, tiens, encore imitation, ils avaient vu leur père faire des choses et ils refaisaient avec beaucoup de soin. On mettait du soin dans tout ce qu'on faisait. Le moindre mur était bien fait. Parce qu'en fait, les gens, sensoriellement, ils avaient un sens que c'est quelque chose qu'il faut faire comme ça. Donc ça vaut le coup d'encourager ce développement de la sensorialité la plus juste et la mieux nourrie possible pour les enfants. Parce que je pense profondément que l'avenir du monde est là-dedans. Le sens des choses, le sens des autres, le sens du monde. Voilà. Maintenant, chacun peut développer ça. On pourrait aller très très loin, mais arrêtons là, ça suffit comme ça. Merci beaucoup de votre écoute et merci pour toutes les critiques que vous pouvez formuler, hein. Il n'y a rien de dogmatique là derrière, il y a juste On aurait pu rajouter la question aussi des vêtements, hein.
C'est pas pareil si un enfant est habillé avec un vêtement en nylon ou s'il a un vêtement en coton ou en laine. C'est pas du tout pareil, vous voyez. Pour lui, au niveau sensoriel, dans la rencontre qu'il va faire avec ces substances. J'avais un fils qui, quand il avait 7-8 ans, il reconnaissait parfaitement au toucher les tissus, les différents tissus. Mais on avait été toujours veillé à ce qu'il ait des tissus, des vrais tissus, et pas des tissus synthétiques vite comme ça, parce que ça sèche vite, etc. Voilà, donc je vous laisse poursuivre vous-même. Chacun peut développer ce thème à sa façon. Merci beaucoup. Au revoir.